Pendant des décennies, le monde a spéculé sur la mort tragique de la princesse Diana. Son garde du corps a enfin rompu son silence, révélant de nouveaux détails choquants qui vous laisseront sans voix. En août 1997, la princesse Diana est décédée dans un accident de voiture catastrophique et depuis lors, de nombreuses théories ont émergé sur sa mort. Certains accusent les renseignements britanniques, d'autres soupçonnent la famille royale. Dans cette vidéo, nous découvrons de nouvelles affirmations choquantes formulées par un défenseur de confiance. Nous découvrirons des secrets restés cachés pendant des décennies et verrons comment de nouvelles informations changent tout ce que nous pensions savoir sur cette nuit fatidique. Regardez plus loin et préparez-vous à être époustouflés. Histoire de garde du corps. Vous ne connaissez peut-être pas le nom de Trevor Rhys-Jones, mais il a été un personnage clé la nuit du tragique accident de la princesse Diana. Le voyage de Trevor lors de cette nuit fatidique n'a pas commencé sous le flash d'appareils photo ou dans de luxueux palais royaux, il a commencé à Roswest, dans le Shropshire, au cœur même de l'Angleterre. Né fils d'un chirurgien de l'armée britannique et d'une infirmière, la jeunesse de Trevor a été remplie de devoirs et de discipline. En grandissant, Trevor et ses frères connaissaient bien la dure vie des militaires, voyant leur père servir son pays avec dévouement. Cette exposition au service a par la suite influencé le choix de carrière de Trevor. Après avoir obtenu son diplôme d'école, où il pratiquait avec succès des sports et aimait étudier la biologie, Trevor a décidé de suivre l'exemple de son père à sa manière. Il rejoint le prestigieux 1er bataillon du Parachute Régiment, l'unité d'infanterie aéroportée d'élite de l'armée britannique. Alors qu'il servait dans le régiment de parachutistes, Trevor a été déployé en Irlande du Nord pendant les troubles, un conflit brutal qui a fait rage de la fin des années 1960 à 1998. Cette période est marquée par d'intenses violences entre les groupes nationalistes qui souhaitent que l'Irlande du Nord rejoigne la République d'Irlande et les groupes unionistes qui souhaitent rester au Royaume-Uni. Le conflit a donné lieu à des bombardements, des fusillades et à des troubles généralisés qui ont profondément affecté la région. Dans cet environnement difficile, Trevor a développé de solides compétences en matière d'opérations de sécurité, de surveillance et de survie, compétences qui joueront plus tard un rôle essentiel. Sa bravoure et son dévouement ont été reconnus par une médaille du service général, soulignant son courage face à l'adversité. Après avoir servi dans l'armée, la vie de Trevor a changé. En 1995, il épouse Sue Jones et, dans un geste romantique, combine leur nom de famille pour devenir Trevor Rhys-Jones. Sue, une ancienne acheteuse, travaillait dans un nouveau domaine, la sécurité. Grâce à cette connexion, il a été embauché par Mohamed Al-Fayed, un magnate des affaires qui possédait de nombreuses entreprises, dont les grands magasins Harrods. Le rôle de Trevor dans l'empire d'Al-Fayed était entouré de mystères, son professionnalisme et son expérience militaire en faisaient un candidat idéal pour le poste d'agent de sécurité personnelle, et il se vit bientôt confier la sécurité de la famille de Mohamed Al-Fayed, dont son fils Dodi Al-Fayed. L'été 1997 marque un tournant important dans la carrière de Trevor. C'est à cette époque qu'il rencontre pour la première fois la princesse Diana. Diana, ainsi que ses fils, le prince William et le prince Harry, étaient invités sur le yacht de la famille Al-Fayed. La première impression que Trevor a de Diana est qu'elle est une femme accessible et sincère, du genre avec qui vous pouvez aller en toute sécurité au pub local, ce qu'il considère comme un grand compliment. Au cours de l'été, la relation entre Diana et Dodi Al-Fayed s'est resserrée. Trevor a été témoin du développement de leur relation, notant qu'au début il n'avait vu que des conversations agréables, ignorant le lien profond qui s'était établi entre eux. Cependant, le travail de Trevor en tant que garde du corps devait être mis à l'épreuve comme jamais auparavant jusqu'aux limites de ses forces. Le 31 août 1997, la princesse Diana décède tragiquement. La veille, le samedi 30 août 1997, avait commencé pour Diana comme n'importe quel autre jour de repos, mais les paparazzi attendaient déjà avec des caméras, prêts à la capturer à chaque pas. La princesse Diana et son compagnon Dodi Fayed ont profité de vacances d'été sur l'une des îles italiennes, essayant d'échapper à l'attention constante de la presse. Cependant, même là, ils ne pouvaient pas trouver d'intimité. Les paparazzi les ont suivis pendant des mois, transformant leurs moments privés en histoire publique. Dans l'après-midi, Diana et Dodi se préparaient à quitter leur lieu de vacances. Ils sont montés à bord du jet privé de Mohamed Al-Fayed en route vers Paris. Le vol de la Sardaigne à Paris a duré moins de 2 heures, mais cela a suffi pour que la nouvelle se répande. Grâce à une astuce, les paparazzi parisiens, connus sous le nom de rats, ont eu connaissance de la destination. Le jet privé a atterri à l'aéroport VIP du Bourget à 15h20 précise. Lorsque le couple a débarqué,
ils ont été accueillis non pas par l'anonymat auquel ils s'attendaient, mais par une foule immense de photographes désireux de capturer le dernier chapitre de la vie de Diana. Diana et Dodie étaient accompagnés des gardes du corps Trevor Rhys Jones et Keith Field, chargés de la tâche impossible de les protéger de l'attention constante du public. Henry Paul, chef de la sécurité par intérim de l'hôtel Ritz, propriété de la famille Fayed, les a accueillis à l'aéroport. Ils montèrent dans la Mercedes, Dodie sur les sièges arrière et Henry Paul au volant du Range Rover de rechange. Alors qu'ils circulaient dans les rues de Paris, des paparazzi à moto encerclaient leur voiture. Diana, toujours attentionnée, ne s'inquiétait pas pour elle-même, mais du fait que leur poursuite dangereuse pourrait conduire à un accident. Malheureusement, ces craintes se sont vite transformées en tragique réalité. Vers 16h30, le groupe est arrivé à l'hôtel Ritz, un lieu luxueux du centre de Paris. Diana et Dodie s'installent dans la suite impériale, qui donne sur la place Vendôme. Alors que la plupart des gens ne pourraient jamais se permettre une nuit à 114 000 $, pour eux, cela faisait simplement partie de leur style de vie extravagant. Le soir, ils avaient prévu de dîner chez Benoît, un célèbre restaurant parisien, mais les paparazzi ne les ont pas laissés tranquilles. Le couple a dû retourner au Ritz, dans l'espoir de dîner tranquillement, loin des objectifs indiscrets des photographes. À 18h30, Dodie s'est rendu tranquillement dans une bijouterie d'élite en face du Ritz. Évitant les paparazzi, il a choisi la bague que lui et Diana avaient choisie ensemble. Cette bague, symbole de leur relation grandissante, était entourée de rumeurs, qu'il s'agisse d'un signe de leur engagement ou simplement d'un magnifique bijou. La véritable signification de la bague resterait un mystère, perdu dans l'histoire. À la tombée de la nuit, Diana et Dodie quittèrent le Ritz et se rendirent à l'appartement de Dodie sur les Champs-Élysées. Les paparazzi étaient de nouveau là, caméras prêtes à capturer chacun de leurs mouvements. Même avec une vue sur l'Arc de Triomphe, ils ne pouvaient échapper à une attention constante, ce qui rendait l'intimité impossible. Finalement, ils sont retournés au Ritz, essayant de déjouer les photographes acharnés, mais cela n'a servi à rien. À 22h, Henry Paul, le chef de la sécurité par intérim, quitte son service, mais est rappelé. À ce moment-là, il avait consommé une quantité importante d'alcool, qui, selon la rumeur, équivalait à une bouteille et demie de vin. Malgré des rapports contradictoires sur ses habitudes de consommation d'alcool, les barman locaux ont noté qu'il n'était généralement pas amateur de boissons fortes. Pourtant, ce soir, tout était différent. Ses visites au bar et sa consommation d'alcool étaient racontées différemment. Ce soir-là, une foule de touristes et de paparazzi se sont rassemblés au Ritz, dans l'espoir de voir Diana. Le comportement d'Henry Paul devint également étrange. Il a interagi avec les photographes d'une manière avec laquelle il n'interagissait pas habituellement. Selon des témoins oculaires, il semblait hors de contrôle, il regardait les étoiles avec de grands yeux, sans prêter attention à ce qui se passait autour de lui. Vers minuit, Diana et Dodie ont tenté de quitter secrètement le Ritz par la porte arrière, accompagnés d'Henry Paul et Trevor. À minuit 15, ils repartent en Mercedes, espérant éviter leurs poursuivants. Cependant, ils ont été repérés et poursuivis. La voiture a traversé les rues de Paris à toute vitesse, empruntant un itinéraire moins direct pour éviter les paparazzi. À l'approche du tunnel au bord de la Seine, la vitesse de la voiture est passée à 60 000 à l'heure. À l'intérieur du tunnel, la Mercedes a perdu le contrôle, provoquant un violent accident. Les conséquences de l'accident ont été immédiates et dévastatrices. Dodie Al-Fayed et le chauffeur Henry Paul ont été tués sur le coup, et la princesse Diana a été grièvement blessée et décédée des suites de ses blessures. Trevor, le garde du corps, était le seul survivant. Lorsque les secours sont arrivés, ils l'ont trouvé accroché à la vie et son visage était presque méconnaissable. Il a nécessité 10 heures de chirurgie de la mâchoire et a communiqué par chuchotement et notes avec le soutien de Mohamed Al-Fayed. Les frais de traitement hospitalier de Trevor ont été couverts car le public restait fasciné par l'accident. Trevor a décidé de prendre sa retraite en tant que garde du corps en mai 1998, à la recherche d'une vie plus tranquille. Il retourne dans sa ville natale, travaille dans un magasin et reconstruit peu à peu sa vie. L'accident l'a changé pour toujours et il a cherché une vie normale dans le cadre familier de sa maison. Depuis cette nuit tragique, de nombreuses théories du complot ont vu le jour, alimentées par le statut d'icône de Diana et les mystérieuses circonstances entourant la catastrophe. Vous voyez, Diana n'était pas seulement un membre de la famille royale, elle était un symbole international de compassion et de grâce, la princesse du peuple adorée par des millions de personnes. L'histoire de Diana, princesse de Galles, n'a pas commencé en fanfare royale et avec les paparazzi,
mais dans la paisible campagne de Sandringham. Elle est née le 1er juillet 1961, quatrième des 5 enfants de John Spencer, vicomte Althorp, et de Frances Spencer, vicomtesse Althorp. La famille Spencer est étroitement liée à la famille royale britannique depuis des générations, les grands-mères de Diana servant de dame d'honneur à la reine Elisabeth, la reine-mère. La jeunesse de Diana était loin d'être glamour. Ses parents espéraient avoir un garçon et une semaine s'est écoulée avant qu'ils ne l'appellent Diana Frances. Malgré sa noble naissance, l'enfance de Diana a été marquée par des discordes familiales. Le mariage de ses parents n'a pas pu résister à la pression de produire un héritier, ce qui a finalement conduit à leur divorce alors que Diana n'avait que 7 ans. Cette instabilité a eu un effet profond sur elle et elle a souvent décrit son enfance comme malheureuse et instable. Diana a grandi à Park House, situé sur le domaine de Sandringham. La famille royale passait souvent ses vacances à Sandringham House, à proximité, et Diana jouait souvent avec les princes Andrew et Edward. Bien qu'elle soit entourée de noblesse, l'enfance de Diana a été pleine de hauts et de bas émotionnels. Après le divorce de ses parents, elle a vécu avec sa mère à Londres, mais plus tard, le père a obtenu la garde de l'enfant avec l'aide de sa grand-mère. Diana a commencé ses études à la maison avec la gouvernante Gertrude Allen, puis a fréquenté l'école privée Seafield. À l'âge de 9 ans, elle entre au pensionnat pour filles Riddlesworth Hall. En 1973, elle rejoint ses sœurs à la West End Girls' School à Sevenoak, Kent. Diana n'excellait pas dans ses études, échouant à 2 reprises à ses examens, mais elle aimait la natation, la plongée, le ballet et la danse. En 1978, après avoir brièvement fréquenté l'école en Suisse, elle a occupé divers emplois peu rémunérés, notamment celui de nounou, de professeur de danse et d'assistante de maternelle. Elle partageait un appartement avec sa mère et 2 de ses camarades d'école, menant une vie ordinaire loin de l'attention royale. Mais tout change lorsqu'elle rencontre le prince Charles, héritier du trône britannique. Diana, alors âgée de 16 ans, était une écolière timide, et Charles avait 29 ans et était considéré comme le célibataire le plus attirant du monde. Leur relation s'est développée au fil de rencontres soigneusement orchestrées, attirant l'attention de la presse et de l'establishment royal. Leurs chemins se sont croisés lors d'événements sociaux d'élite, et l'innocence et le manque de prétention de Diana semblaient attirer Charles. Leur cour était courte et secrète, ils ne sont sortis ensemble que 13 fois avant l'annonce de leur fiançailles le 24 février 1981. Le public était captivé par l'histoire d'un prince retrouvant sa princesse, mais dans les coulisses, des rumeurs d'incertitude et la pression des attentes royales circulaient. La bague de fiançailles en saphir et diamant de Diana est devenue emblématique, symbolisant l'union royale qui allait rajeunir la monarchie. Cependant, leur entretien de fiançailles a fait allusion à des problèmes plus profonds. Lorsqu'on lui a demandé s'ils étaient amoureux, Diana a répondu « bien sûr », et Charles a ajouté « tout ce que signifie aimer ». Ce moment annonçait le début des préparatifs du mariage. Diana s'est retrouvée au centre d'une intense attention de la part de la famille royale, chaque aspect de sa vie étant soumis à un examen minutieux. Malgré les inquiétudes quant à leur compatibilité, un grand mariage fut fixé à la cathédrale Saint-Paul le 29 juillet 1981. Le mariage du prince Charles et de Diana a été suivi par 750 millions de personnes dans le monde. Diana portait l'emblématique robe en soie ivoire avec 25 furbelots. Le mot obéir a été supprimé du serment de Diana. Leur baiser sur le balcon du palais de Buckingham est devenu emblématique. Mais derrière les images de contes de fées, tous 2 ont été confrontés à une pression énorme dans leur nouveau rôle. Dans les premières années du mariage, Diana est rapidement devenue une figure bien aimée. Au cours de nombreuses apparitions publiques et tournées royales, elle a brisé les limites de la formalité royale en établissant des liens personnels avec les gens. Ses visites à l'hôpital, son plaidoyer en faveur des sans-abri et son travail de pionnier pour déstigmatiser le VIH/SIDA lui ont valu le titre de princesse du peuple. La compassion de Diana a transcendé les barrières, permettant à chacun de se sentir vu et entendu. Son instinct maternel s'étendait non seulement à ses fils, mais aussi aux innombrables enfants qui souffraient à cause de son travail caritatif. La véritable bienveillance de Diana et sa capacité à communiquer avec les gens ont consolidé sa place dans le cœur de millions de personnes. Le sens de la mode de Diana a également captivé l'imagination du public. Son style, des cols volants aux costumes avant-gardistes, reflétait son parcours d'adolescente timide à icône mondiale. Des tenues iconiques comme la robe bleue nuit de la Maison Blanche et la robe Vengeance sont devenues légendaires. Elle a démocratisé la mode avec des collections de prêt-à-porter qui ont rendu son style accessible. Le public a perçu son mariage avec le prince Charles comme un conte de fées.
Le couple royal était censé incarner les idéaux de la monarchie, et chacun de leurs mouvements était suivi par un public adoré. La relation de Charles avec Camilla pesait sur le mariage, devenant le centre de discorde publique et personnelle. Les devoirs royaux du couple les ont amenés au style et aux réunions, où Diana brillait par son charme et sa capacité à se connecter avec le public. Sa capacité à entrer en contact avec des personnes de tous horizons a accru sa popularité. Lors de leur première tournée officielle au pays de Galles en 1981, le public accueillit Diana avec plus d'enthousiasme que Charles, et le schéma se répéta. La dynamique a créé des tensions alors que Charles luttait contre l'attention accrue des médias et l'adoration du public envers Diana. Au fil des années, les tensions dans leur mariage sont devenues de plus en plus évidentes. L'image de conte de fées soigneusement conçue a commencé à s'effondrer, révélant des fissures dans leur relation. En 1992, le livre Diana, Her True Story a été publié, provoquant une indignation généralisée. Le livre, qui s'est révélé plus tard basé sur des entretiens avec la princesse elle-même, dressait un tableau du mariage royal très différent de celui vendu au public. Il détaillait la lutte de Diana contre la boulimie, ses nombreuses tentatives de suicide et le profond sentiment d'isolement qu'elle ressentait au sein de la famille royale. Les révélations sur la liaison en cours entre Charles et Camilla Parker Bowles ont peut-être été les plus dommageables, que Diana a amèrement cité comme un facteur ayant contribué à la rupture de leur mariage. L'impact du livre fut énorme, devenant un best-seller mondial et dominant les tabloïds et les programmes d'information. La famille royale, célèbre pour garder le silence sur ses problèmes personnels, se retrouve désormais au centre d'une attention médiatique incessante. Après la publication du livre, les relations tendues entre le couple royal sont devenues de plus en plus perceptibles. Les apparitions publiques ont été marquées par une tension visible et un manque de la chaleur qui caractérisait leurs premières années ensemble. La séparation du prince et de la princesse de Galles a été officiellement annoncée en décembre 1992, confirmant ainsi des rumeurs de longue date. Cela n'a pas consolé, mais a accru l'attention portée à Charles et Diana. Tout en s'adaptant à leur nouvelle vie, ils continuèrent à exercer leurs fonctions royales séparément. Chacun d'eux a trouvé sa propre voie dans la monarchie dans les années suivantes. Charles et Diana ont tous deux donné des interviews franches dans lesquelles ils ont révélé davantage les problèmes de leur mariage. Le 29 juin 1994, un documentaire sur le prince Charles est diffusé, comprenant une interview révélatrice dans laquelle il admet son infidélité. Le même soir, Diana est apparue dans une superbe robe noire, qui a ensuite été surnommée la robe de vengeance. En 1995, Diana a donné sa propre interview franche, elle a ouvertement parlé de ses difficultés dans la vie royale et de ses propres trahisons. Elle a déclaré « Nous étions trois dans ce mariage », faisant référence à la liaison intermittente de Charles avec Camilla Parker Bowles. Cette confession honnête a attiré beaucoup d'attention et a révélé de profonds problèmes dans leur relation. En décembre 1995, Diana a reçu une lettre personnelle de la reine dans laquelle elle lui demandait de toute urgence d'accepter un divorce rapide avec Charles. La lettre, une intervention rare du monarque, indique que la décision a été prise dans le meilleur intérêt du pays et de la monarchie. En conséquence, Diana a été déchue du titre de son Altesse royale, une décision qui a provoqué des réactions mitigées de la part du public. Le règlement du divorce, finalisé en août 1996, était important. Diana a reçu une somme forfaitaire de 17 millions de livres sterling, ainsi qu'une allocation annuelle de 400 000 livres sterling. Malgré le règlement financier, la perte de son titre royal signifiait que Diana ne participerait plus à des engagements officiels à l'avenir. Cependant, elle a été autorisée à conserver une résidence au palais de Kensington et a eu accès aux avions royaux et à la sécurité. Cette histoire tendue a continué d'alimenter les spéculations et les controverses autour de sa mort. Des théories du complot entourant la mort de Diana ont émergé après sa mort le 31 août 1997. Certains d'entre eux affirment que la famille royale britannique serait impliquée dans la mort de Diana ou que l'accident aurait été organisé et lié aux forces spéciales britanniques, à savoir le Special Air Service SAS. La théorie a d'abord attiré l'attention suite à l'émergence d'une lettre prétendument écrite par le beau-père lunaire d'un tireur d'élite du SAS connu uniquement sous le nom de Soldier N, dans laquelle il a admis à sa femme que le SAS avait orchestré la mort de la princesse Diana et que cela avait été dissimulé. La réclamation explosive a incité la police britannique à lancer une nouvelle enquête, baptisée Opération Paget, pour examiner la possibilité d'un complot criminel. Les théoriciens du complot pensent que la Grande-Bretagne craignait l'impact que la relation entre Diana et Dodi Fayed aurait sur la monarchie. Ils pensent que sa prétendue grossesse et sa possible conversion à l'islam ont été perçues comme une menace. De plus,
Selon les rumeurs, Diana prévoyait de dénoncer les fabricants de mines associés à l'armée britannique. Les théoriciens pointent des événements suspects la nuit de l'accident, comme la vitesse élevée de la voiture conduite par Henry Paul, en état d'ébriété. À l'intrigue s'ajoute le fait que la Mercedes-Benz S280 dans laquelle il voyageait a été volée et retrouvée plus tôt cette année-là, et pendant cette période, elle aurait pu être contrefaite. Ils affirment que les systèmes informatiques de bord de la voiture auraient pu être manipulés pour provoquer un accident, une tâche nécessitant l'expertise de spécialistes hautement qualifiés, comme ceux servant dans les forces spéciales. La théorie de la lumière stroboscopique est un élément clé, elle a été utilisée pour désorienter Henry Paul alors qu'il traversait un tunnel, conduisant à son accident. Plusieurs témoins ont rapporté avoir vu un éclair lumineux avant l'accident. Par ailleurs, certains affirment que l'armée britannique surveillait les communications de Diana et que son garde du corps Trevor, survivant de la catastrophe, était un ancien soldat lié au service de renseignement. Malgré les histoires intrigantes concoctées par des théoriciens du complot sur l'implication des forces spéciales dans la mort de la princesse Diana, le rapport final concluait que l'accident était un accident tragique et non un événement planifié. Cependant, faute de preuves concrètes pouvant réfuter complètement ces théories, elles continuent d'exister et alimentent la spéculation. Une autre théorie est liée au MI6. Richard Tomlinson, un ancien officier du MI6 qui a été limogé puis emprisonné pour avoir enfreint la loi sur les secrets officiels, a affirmé dans une déclaration sous serment que le MI6 était impliqué dans la chute de Diana. Il a suggéré que l'agence disposait de documents pour le prouver et a affirmé qu'Henry Paul, le chauffeur de Diana, était un agent du MI6. Tomlinson a également déclaré que la mort de Diana faisait écho à un plan qu'il avait vu pour assassiner le président serbe Slobodan Milosevic en 1992, qui impliquait l'utilisation d'une lumière stroboscopique pour aveugler son chauffeur. Cependant, en 2008, Tomlinson a admis qu'il avait peut-être commis une erreur dans ses souvenirs et qu'il n'avait aucune preuve que Paul était un agent. L'enquête a révélé que le mémorandum qu'il a mentionné n'était pas pertinent et n'avait aucun rapport avec la lumière stroboscopique. L'absence d'images de vidéosurveillance du trajet en voiture de Diana a donné naissance à de nombreuses théories du complot. Dans une ville aussi étroitement contrôlée que Paris, l'absence d'images des caméras installées le long du parcours semble suspecte à certains et suggère une dissimulation. Les gens se demandent pourquoi il n'y a pas de vidéo de l'accident si la voiture de Diana était suivie par des paparazzi. L'absence d'images suggère que les caméras ont été falsifiées pour cacher ce qui s'est réellement passé dans le tunnel. La raison officielle de l'absence d'images de vidéosurveillance est que les caméras dans le tunnel n'enregistraient pas au moment de l'accident, mais cela n'a pas mis fin aux théories du complot. Beaucoup pensent que des éléments voyous au sein de l'establishment britannique étaient impliqués, des membres de haut rang de la famille royale ayant ordonné le renvoi d'un ancien membre de la famille en difficulté. Malgré le caractère sensationnel de ces affirmations, le rapport de Paget concluait qu'il n'existait aucune preuve crédible pour étayer une théorie du complot impliquant la famille royale. La poursuite incessante de Diana par les paparazzi lors de cette nuit tragique à Paris a donné lieu à de nombreuses théories du complot. Certains pensent que les tactiques agressives des photographes ont contribué ou même été directement responsables de l'accident, tandis que d'autres vont encore plus loin, suggérant que les paparazzi n'étaient que des pions dans un plan plus vaste visant à provoquer sa mort. Une enquête officielle a innocenté les paparazzi des accusations d'homicide involontaire. Mais leur présence sur les lieux et la course-poursuite à grande vitesse qui a précédé l'accident continue d'alimenter les spéculations. L'un des aspects les plus controversés de la mort tragique de la princesse Diana est le temps qu'il lui a fallu pour se rendre à l'hôpital. Le premier appel d'urgence a été enregistré à 12h26, mais Diana n'est arrivée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière qu'à 2h06. Cet écart est devenu un sujet de discussion à Paris. L'approche Stay and Play en matière de soins d'urgence consiste à stabiliser les patients sur place avant de les transporter, quelle que soit la distance jusqu'à l'hôpital. Ce protocole explique certains retards, mais les théoriciens du complot restent sceptiques. Les secours sont arrivés rapidement lorsque l'accident s'est produit. La police était sur place à 12h30 et les pompiers à 12h40, un médecin spécialiste ayant retiré Diana de la voiture à l'heure où elle a fait un arrêt cardiaque. Une fois son état stabilisé, elle a été transférée dans une ambulance à 1h18. L'ambulance est partie à 1h41 et a mis 26 minutes pour atteindre l'hôpital, y compris un arrêt pour mesurer la baisse de la tension artérielle de Diana. Cette balade lente, prescrite par un médecin, visait à éviter d'autres complications médicales liées au mouvement rapide. Les critiques se sont demandé pourquoi l'ambulance de Diana est passée devant des hôpitaux plus proches comme l'Hôtel-Dieu. La raison officielle est que l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière était mieux équipé pour soigner ses graves blessures.
Malgré cette explication, les longs délais de transport et le processus de prise de décision continuent d'alimenter les soupçons selon lesquels la mort de Diana était bien plus qu'un accident tragique, et les théories du complot persistent. L'une des principales théories sur la mort de la princesse Diana est associée à une voiture Fiat Uno blanche. L'analyse a montré que la voiture de Diana est entrée en collision avec une Fiat Uno blanche, laissant des traces de peinture dessus. Cependant, tous les efforts de la police française pour retrouver cette voiture ont été vains. Certains témoins ont rapporté avoir vu une Fiat Uno sortir du tunnel, ajoutant au mystère. Mohamed Al-Fayed a affirmé que le Messie avait utilisé la Fiat Uno pour provoquer l'accident. Il a affirmé que la voiture appartenait au photographe français Jean-Paul Andanson, retrouvé mort en 2000 et que le verdict officiel était un suicide. Al-Fayed a suggéré qu'Andanson était soit coupable, soit impliqué dans la dissimulation de l'opération. Un examen des opérations de Paget a révélé que la Fiat Uno d'Andanson était en mauvais état et a été vendue en 1997. Les voisins ont confirmé l'état de la voiture et il a été déterminé qu'il était peu probable qu'il s'agisse du véhicule impliqué dans l'accident. La police française a déjà examiné la voiture et est arrivée à la même conclusion. Ils ont passé un an à chercher une Fiat Uno, en parcourant plus de 4000 voitures. Un officier français à la retraite a déclaré qu'Andanson avait fourni la preuve qu'il n'était pas à Paris au moment de l'accident. Sa veuve a également confirmé qu'il était chez lui. Malgré cela, les théories du complot continuent de persister, alimentées par la mort d'Andanson et la disparition des clés de sa BMW grillée. Au cours de l'opération de Paget, aucune preuve n'a été trouvée liant l'incident à une agence de sécurité, et il a été conclu que sa mort n'était pas liée à l'accident de Diana. Toutefois, des questions restées sans réponse continuent d'alimenter les spéculations. Se souvenant de la nuit du tragique accident de la princesse Diana, Trevor Rhys-Jones, un garde du corps qui a survécu à l'accident, a eu un point de vue légèrement différent. Trevor, grièvement blessé, retrouve peu à peu ses souvenirs de cette nuit fatidique. Il se souvient avoir entendu la voix de Diana appelant Dodie après l'accident. Trevor insiste sur le fait que le conducteur Henry Paul ne semblait pas ivre avant de prendre le volant, bien que des tests ultérieurs aient montré qu'il dépassait la limite légale. Cette divergence a donné lieu à de nombreuses théories du complot et à des doutes sur ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Qu'en penses-tu? Y a-t-il une part de vérité dans les théories du complot ou s'agit-il simplement d'un tragique accident? Laissez votre commentaire ci-dessous. Merci d'avoir regardé.